que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui on va parler de l'amiral Yamamoto, l'amiral en chef de la flotte japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui va planifier l'attaque surprise de Pearl Harbor ou encore la bataille de Midway. Je vous propose de vous replonger pendant la guerre du Pacifique de 1941 à 1945. Isoroku Sadayoshi naît le 4 avril 1884 à Nagaoka. Son père biologique, Takano Sadayoshi, est un samouraï de petite classe. Isoroku est un terme japonais pour désigner le nombre 56. C'est l'âge du papa de Yamamoto au moment de sa naissance. En 1916, il est adopté par la famille Yamamoto, qui, n'ayant pas d'enfant, l'adopte pour perpétuer leur nom. Yamamoto se marie en 1918 à Riko Misashi. Ensemble, ils auront 4 enfants, Yoshimasa, Masako, Sumiko et Tadao. Yamamoto s'inscrit à 17 ans dans l'académie navale d'Etajima, la future Hiroshima. Il en ressortit en 1904, diplôme dans la main. Il participe en 1905 à la bataille de Tsushima lors de la guerre russo-japonaise. Il est blessé lors de l'explosion d'une batterie qui lui coûtera malheureusement 2 doigts. Après cela, il décide de retourner sur les bancs de l'école dès 1907. Il part ensuite à la prestigieuse université de Harvard pour y étudier l'anglais. Entre 1925 et 1928, il fut attaché naval à l'ambassade japonaise à Washington. Puis commandant du porte-avions Akagien et finalement directeur du bureau technique de l'aéronautique navale. Comme vous pouvez le remarquer, Isoroku enchaîne les promotions. Mais ce n'est rien, car en 1936, il devient vice-ministre de la Marine. Même si Yamamoto est profondément pacifique, de par son rôle à l'ambassade de Washington, il fut sans aucun doute impliqué dans la préparation de la guerre contre les États-Unis, directement ou indirectement. Contre l'invasion de la Mandchourie et de la guerre contre la Chine, il s'opposa aussi à l'alliance avec l'Allemagne. En 1940, il fut nommé amiral et expliqua au Premier ministre Fumimaro Konoe qu'il donnait que la supériorité japonaise dans le Pacifique ne durerait que 6 mois. Et il eut raison, car le tournant de la guerre était la bataille de Midway, 6 mois après la bataille de Pearl Harbor. Yamamoto va rénover, si je puis dire ça comme ça, la marine nippone. En effet, il a tout de suite compris l'importance des porte-avions. Il va même transformer les avions pour qu'ils puissent emporter des torpilles. Cela va donner naissance au célèbre Zéro japonais. Le 7 décembre 1941, la première flotte japonaise constituée de 4 porte-avions, 400 avions, se lança à toute vitesse contre la base navale de Pearl Harbor à Hawaï. Lors de l'attaque, 2 vagues de 350 appareils vont toucher au total 15 navires, coulés ou sérieusement endommagés. La mission était réussie à la perfection car les États-Unis n'avaient plus de quoi stopper les offensives japonaises dans le Pacifique. Les Japonais, quant à eux, perdirent seulement 29 avions. Malgré cela, l'attaque sur un plan politique fut un fiasco. En effet, Yamamoto voulait dès le début écraser le moral du peuple américain. Tout le contraire se passa. Cette attaque provoqua la haine du peuple américain. L'US Navy estimait à 6 mois le temps de reconstruire une bonne flotte, ce qui permet d'expliquer pourquoi les 6 premiers mois de la guerre fut essentiellement défensif du côté américain. Après Pearl Harbor,
Yamamoto mena plusieurs opérations afin de détruire des installations appartenant aux Alliés. Le Japon atteigna son apogée en puissance maritime en février 1942, qui avait alors toutes les ressources importantes pour l'industrie. Yamamoto voulait infliger une bataille décisive aux Américains afin de détruire complètement leur flotte. Au début, les autres commandants étaient assez réticents à cette idée. Mais après le raid Doolittle, qui est un raid qui bombarda Tokyo, ils donnèrent leur accord. La décision était prise. L'attaque sera sur Midway et ce sera une attaque surprise. Yamamoto savait que s'il voulait obtenir des négociations, il devait infliger un coup fatal aux Américains. Les Japonais préparent un plan minutieux qui leur donnerait raison, car en effet équipés de 79 navires contre 26 pour les Américains, mais c'était sans compter les cryptanalystes américains qui interceptèrent un message. Grâce à cela, l'amiral Nimitz put donc faire une embuscade dévastatrice et déjoua les plans de Yamamoto. La défaite fut totale pour Yamamoto. Même si sans les cryptanalystes américains, on aurait pu supposer que la bataille tournerait en faveur des Japonais. Isoroku réessaya de retenter des offensives un peu partout dans le Pacifique, mais aucune n'aboutira vraiment. C'est aussi là, à la bataille de Midway, qu'il perdit aussi un peu de sa maîtrise, de son contrôle. On lui accorde moins de soldats et moins d'importance pour les plans. Jusqu'à ce qu'il dure vraiment abandonner beaucoup de positions pour se concentrer uniquement sur Guadalcanal. Et les victoires alliées commençaient à sérieusement affaiblir l'empire du soleil levant. En février 1943, la perte de Guadalcanal signifiait l'impossibilité de mener des batailles victorieuses sur les îles Salomon. Yamamoto devait visiter certaines bases dans le Pacifique pour remotiver ses troupes. Malheureusement, son itinéraire a été intercepté par les Américains. Le 18 avril, il devait se rendre sur l'île de Bougainville. Nimitz demanda l'autorisation à Roosevelt d'abattre l'avion de Yamamoto, qui donna son autorisation. Il planifia alors l'opération Vengeance et informa les pilotes qu'ils devaient abattre un officier haut gradé. Yamamoto décolla de Rabaul pour un voyage de plus de 500 km. Vers 9h30, heure de Tokyo, les deux groupes d'appareils se rencontrent et les Américains arrivent à faire crasher l'avion de Yamamoto. Le site du crash fut découvert le lendemain. Ses cendres furent envoyées à Tokyo où il reçut des funérailles nationales le 3 juin. Il reçut le titre d'amiral de la flotte à titre posthume et fut le seul étranger à recevoir la croix de fer nazie qui est la plus haute distinction allemande. Une partie de ses cendres repose au cimetière de Tammo à Tokyo et une autre partie repose au temple de Nagaoka, sa ville natale. À la fin de cette histoire, on peut se dire que Yamamoto était un homme lucide, même s'il tenait tellement à son pays qu'il n'osa pas contredire ses supérieurs. Mais il savait dès le début qu'une guerre contre les États-Unis ne durerait pas longtemps en faveur du Japon. Je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire.